Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Nouveau drame de l'émigration au large de l'Andalousie. 15 clandestins, dont 9 enfants, sont morts à bord d'un bateau. Chaque jour, des milliers de candidats à l'immigration tentent de passer d'Afrique en Europe. Première intervention de Nicolas Sarkozy devant le Parlement européen en tant que président de l'Union. Daniel Cohn-Bendit l'a apostrophé, lui reprochant sa décision de participer à la cérémonie d'ouverture des JO. Ségolène Royal persiste et signe. Les 2 cambriolages de son appartement de Boulogne sont une affaire politique, répète-t-elle. La majorité lui reproche ses propos et les policiers pensent avoir trouvé un suspect. Christine Boutin a présenté aujourd'hui son projet de loi sur le logement, mesure phare, accession à la propriété à partir de 15 € par jour face à une TVA à 5,5%. Et puis à 3 jours de l'officialisation à Paris de l'Union pour la Méditerranée, dont l'environnement sera l'une des préoccupations majeures, notre grand dossier ce soir dans ce journal sur la pollution de cette mer quasi fermée. Ce sera sans doute l'un des phénomènes majeurs de la décennie à venir. Régulièrement, des candidats à l'immigration meurent en tentant la périlleuse traversée depuis les côtes africaines vers l'Espagne. Un nouveau drame s'est produit la nuit dernière au large de l'Andalousie avec le décès de 15 clandestins, dont 9 jeunes enfants à bord d'un bateau. 33 survivants, très affaiblis, ont été pris en charge. Et puis en France, ceux-là ont également évité le pire. 2 hommes sont arrivés à la nage aujourd'hui sur une plage de Menton. D'autres pays comme la Turquie sont désormais confrontés à ce dilemme. Voyez cette enquête sur place d'Anne-Claire Coudray et Olivier Calmet. Dans la brume, les premières terres d'Europe, les premières îles grecques à quelques kilomètres. Et de chez lui, Aleko constate été comme hiver. Combien certains sont prêts à tout pour y partir. Il y a des Iraniens, des Afghans, des Irakiens. Le matin, ils reviennent, parfois à la nage, épuisés par petits groupes, et ils se dispersent sur la côte. Ils disent qu'ils sont partis là-bas pour travailler, mais que les gardes-côtes grecs leur ont tout pris, leur argent, leurs chaussures, leurs papiers, et qu'ils les ont abandonnés. Chaque nuit, le vent, le hasard ou les gardes-côtes poussent ces embarcations d'un côté ou de l'autre. Longtemps, la Turquie a fermé les yeux sur ces flux migratoires, à tel point que l'Union européenne s'en est mêlée, demandant au pays de retenir une partie des dizaines de milliers de clandestins qui y transitent chaque année. C'est donc ici, à Kirklareli, au nord-ouest du pays, que le premier centre de rétention a été créé. Il y a longtemps, il a accueilli des réfugiés bosniaques et kosovars. Aujourd'hui, les clandestins ont pris leur place et il a fallu faire quelques aménagements. Avant, il y avait des portes en bois. Maintenant, on a mis des portes en métal. C'est plus joli et puis c'est plus sûr. Depuis l'ouverture du camp en 2006, on profite de l'expérience des Européens pour identifier nos manques. Et chaque jour, petit à petit, on trouve quelque chose à améliorer. Il serait ainsi 5000 dans le pays à être enfermés dans des camps qui ne sont encadrés par aucune loi. Sans statut et donc sans recours, certains disent être là depuis près de 2 ans. S'ils veulent nous renvoyer dans notre pays, qu'ils nous renvoient. S'ils veulent qu'on parte, on partira. S'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. Et même s'ils veulent nous punir, on l'acceptera. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on reste là à souffrir pour rien. Alors que nous partons, cet homme s'approche. Avec d'autres, il a été blessé il y a un mois lors d'une révolte. L'un d'eux a même été tué par les policiers. Cette année, il y a déjà eu 3 morts. Leur incertitude crée du stress, des tensions, des crises et même des révoltes. C'est pour ça qu'un homme a été tué à Kirklareli. Et si ça continue, il y en aura d'autres. Elle a été arrêtée il y a quelques jours. Elle cherchait à rejoindre la Bulgarie en vélo. Ses bras, nous dit-elle, ont été brûlés par le soleil. Un voyage commencé à Madagascar et qu'elle avait imaginé autrement. Je prends un avion, arrive à Dakar, en Maroc. Après, je prends un bateau venir ici. Je ne sais pas, moi je croyais que c'est l'Italie, je ne sais pas, c'est la Turquie. La Turquie, nouvelle destination pour les passeurs. Dans certains quartiers d'Izmir ou d'Istanbul, on croise maintenant des Somaliens, des Sénégalais, des Tunisiens qui n'ont pas eu peur du détour. Moi j'ai 4 frères en France. La Turquie c'est la frontière entre l'Europe et entre le reste. Face aux forteresses espagnoles et italiennes, l'Afrique aussi vient aujourd'hui tenter sa chance ici.
Dans les années qui viennent, la Turquie compte doubler le nombre de centres de rétention spécialisés et surtout renforcer les contrôles à ses frontières. Mais le pays a déjà prévenu, il ne pourra pas assumer seul ce rôle de gendarme. Les Européens devront donc l'aider financièrement à régler un problème qui reste avant tout le leur. À Londres, le SDF inculpé hier du meurtre de 2 étudiants français a comparu aujourd'hui devant un tribunal. Mais il n'est plus le seul suspect. Un autre vient à l'instant d'être arrêté. Catherine Gentil. Voici la photo de l'individu que recherchait d'urgence Scotland Yard. Il s'appelle Daniel Sonnex, son surnom est Dano, il a 23 ans, il est considéré comme dangereux. Il vient d'être arrêté à Peckham, dans un quartier de Londres. Son portrait avait été diffusé sur toutes les télévisions britanniques et c'est une véritable chasse à l'homme qui s'était engagée. Par ailleurs, ce matin, dans ce fourgon, Nigel Farmer, l'assassin présumé, a été amené au tribunal pour être inculpé officiellement du meurtre de Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez, les étudiants français poignardés le 29 juin dernier. Enfin, 2 personnes, un homme et une femme, sont en garde à vue également dans ce dossier depuis hier après-midi, mais la police n'a pas révélé leur identité. Le crime des jeunes Français est considéré comme le plus violent depuis des années en Grande-Bretagne. Et puis en Haute-Savoie, un jeune pilote et 3 adolescents ont trouvé la mort aujourd'hui dans l'accident d'un avion de tourisme qui s'est écrasé au col de Bolire. Les jeunes gens effectuaient un stage de découverte au club d'Annemasse. On connaît désormais l'identité du jeune homme amnésique soigné depuis plus d'1 an dans un hôpital des Pyrénées-Orientales. Un appel à témoins avait été lancé la semaine dernière pour tenter de reconstruire son passé. Le récit de Sébastien Ambert et Jean-François Garcia. C'est grâce à la diffusion de cette photo que Damien a retrouvé son identité et un morceau de son histoire. Le jeune homme totalement amnésique est soigné depuis 1 an à l'hôpital de Thuir, dans les Pyrénées-Orientales. Mais il se prénomme en fait Dimitri. C'est une éducatrice spécialisée qui l'a reconnu. Dimitri a été accueilli durant 3 ans à la Fondation d'Auteuil du Nord, près de Lille. Un établissement qui prend en charge les enfants en difficulté. Marc Liseau est éducateur ici, il l'a bien connu. C'était pas un jeune qui sortait du lot ou qu'on pouvait remarquer d'une façon différente des autres. C'était un jeune parmi les jeunes qui avait un projet, qui était en formation. Dimitri, originaire de Russie, a été adopté à l'âge de 7 ans par une famille du Nord. On le découvre sur ses photos au moment de son adoption. À l'âge de 14 ans, adolescent difficile et violent, il intègre la Fondation d'Auteuil pour apprendre à être peintre en bâtiment. C'est vrai que c'était un jeune qui était quand même en grande souffrance, c'était un jeune qui avait un parcours difficile et donc c'est vrai qu'il y a aussi eu des moments un petit peu difficiles dans sa prise en charge. Problème, à l'hôpital de Thuir, les révélations sur son identité n'ont eu aucun effet sur Dimitri, car aujourd'hui encore, il ne se souvient de rien. C'est simplement qu'il ne reconnaît pas cette identité. Ça ne lui parle pas. Lui, Dimitri, c'est pas lui, il ne connaît pas. Sa famille adoptive avait rompu les liens il y a plusieurs années. Personne ne sait ce qui va se passer maintenant. Une chose demeure, les médecins veulent redonner du sens à une vie si cabossée. Première orale plutôt chahutée pour le chef de l'État devant le Parlement européen dans le cadre de la présidence française de l'Union. Il a été vigoureusement apostrophé par Daniel Cohn-Bendit sur sa décision d'assister à la cérémonie d'ouverture des JO à Pékin. Nicolas Escoulan avec sur place François Hugues. C'est un moment solennel, mais ce matin à Strasbourg, l'ambiance s'est tellement détendue que Bernard Kouchner se permet de faire attendre. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur le président du Parlement. Les présentations faites, Nicolas Sarkozy peut enfin aller prononcer son discours sur l'Europe. Monsieur le président. Viennent ensuite les questions des eurodéputés et là, le climat se crispe. Vous allez manger avec des baguettes avec le président de Chine pour ouvrir les Jeux Olympiques. Bon appétit. Moi, je penserais à tous les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises. Monsieur le Président, c'est une honte, c'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. La réponse de l'intéressé se fera en 3 temps. Compatissant d'abord. Je voudrais dire, Monsieur le Président Cohn-Bendit, que comme chacun ici, j'ai senti votre émotion dans votre voix. C'est tout à votre honneur. Et je voudrais dire que je partage cette émotion. Se justifiant ensuite. Qui m'appelle à jouer collectif. Ce n'est pas par l'humiliation de la Chine que l'on fera progresser la question des droits de l'homme, mais par un dialogue franc et direct. Je voudrais même dire une chose, je ne pense pas qu'on peut boycotter un quart de l'humanité. Sur le ton de la mise au point, enfin. La France et les pays européens doivent être respectés
au même égard que la Chine. Ce n'est pas à la Chine de fixer mon agenda et mes rendez-vous. Et voilà la réponse de Nicolas Sarkozy aux autorités chinoises qui lui reprochent une éventuelle rencontre avec le Dalai Lama. En termes diplomatiques, la Chine et la France entretiennent des relations franches. Pendant ce temps, Ségolène Royal a maintenu aujourd'hui qu'elle voyait un lien possible entre le récent cambriolage de son appartement et ses attaques contre le pouvoir. Du côté de l'enquête, une suspecte est désormais recherchée. Valérie Nataf. Est-ce que faire un meeting alors, une réunion publique ? Ségolène Royal ne se laissera pas intimider, c'est elle qui le dit. Après avoir estimé que les 2 mises à sac de son appartement sont une affaire politique, elle a révélé ce matin avoir le sentiment d'être suivie et espionnée. Je pense aussi que ces mesures d'intimidation visent à me faire taire parce que je suis une femme politique qui dit avec courage un certain nombre de vérités qui bousculent d'importants intérêts financiers. Laurent Fabius, pourtant peu suspect de complaisance à son égard, lui apporte un soutien inattendu. Vous avez eu l'impression parfois d'être suivi, d'être visité, d'être espionné ? Oui. Donc ça existe dans notre République ? Je le crains. À droite, la consigne est claire, feu sur l'ex-candidate. Chacun y va de son commentaire, de l'indignation à la commisération feinte. Comme des centaines de milliers de Français qui vivent un cambriolage, si vraiment elle est traumatisée, comme toutes les victimes, elle a le droit à une aide psychologique. Madame Royal perd le contrôle d'elle-même. Cette façon, sans aucune espèce naturellement de preuve, c'est une sorte d'insinuation qu'on lance comme ça. Je trouve que c'est honteux. Depuis la campagne présidentielle, Ségolène Royal a toujours un officier de sécurité à ses côtés. Et pour les policiers, si manipulation il y a, elle ne peut être le fait de l'appareil d'État. Des officines privées, sans déontologie, sans contrôle, peuvent parfaitement le faire pour des extrémistes ou des déséquilibrés. La candidate au poste de premier secrétaire du PS occupe en tout cas l'espace politique, à coups de polémique, mais qui la renforce, selon elle, dans son rôle de première opposante. Christine Boutin présentait aujourd'hui les grandes lignes de son projet de loi destiné à favoriser l'accès au logement. Ce texte prévoit entre autres d'accroître la mobilité dans le parc HLM. Précision d'Élise de Guével et Bernard Guerny. Une chambre et un salon. Un célibataire, ça suffit. Après une séparation, Patrick Pinson ne pouvait plus assumer son 5 pièces. Il a demandé un logement plus petit à l'office HLM et vient d'emménager dans un 47 mètres carrés. J'ai divorcé il y a 3 ans, donc un salaire de moins par rapport à mes revenus. J'ai un appartement où je vivais seul depuis plus de 3 ans. Et pour moi, place aux grandes familles qui a une personne seule, quoi. Patrick Pinson était volontaire, mais les autres locataires dans sa situation n'auront bientôt plus le choix. Si le projet de loi de Christine Boutin est adopté, ceux qui occupent des logements HLM trop grands pour eux devront en accepter un plus petit, sous peine de voir leur contrat de bail se terminer. Et ils sont nombreux, 800 000 ménages, soit 20% du parc HLM. Autres locataires concernés, ceux qui gagnent 2 fois le plafond des ressources, 9 000 € par exemple, pour un couple avec 3 enfants. Ils devront quitter leur logement, une mesure qui concerne moins de 1% des ménages. Ah oui, c'est une véritable révolution, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans un logement social sait qu'il peut y rester toute sa vie. Et demain, ça sera plus tout à fait vrai. Ce projet de loi marque la fin du bail à vie, mais aussi la promotion de l'accession populaire à la propriété. Le Plessis-Robinson est une vitrine pour le gouvernement, notamment dans la vente des appartements HLM pour les ménages modestes. Tu vais mettre ça où, Lolo ? Ce couple vient d'emménager dans ce logement social qu'il pourra acquérir d'ici quelques mois. On est propriétaire, on est chez soi. Le mot chez soi, c'est important. Petit coup de pouce pour les maires. Ils ont toujours l'obligation d'avoir 20% de logement social, mais pourront désormais comptabiliser ces appartements vendus aux familles modestes. Une nouvelle proposition qui scandalise les associations. Elles craignent de voir diminuer la construction de logements sociaux. De son côté, Christine Lagarde lançait aujourd'hui la réforme de la formation professionnelle avant une négociation avec les syndicats à l'automne. 26 milliards d'euros sont consacrés à ce dispositif et pourtant un salarié sur 2 n'a pas suivi de formation au cours des 2 dernières années. Pascal Vinquel et Éric Bérat nous dressent un état des lieux. Cette semaine, Emmanuel Cosnet a passé 4 jours à étudier le marketing. C'est sa 3e formation de l'année, toute à sa demande. Je pense qu'on est bien informé, oui. C'est une petite entreprise qui consacre pas mal d'énergie à former les gens en interne et à faire en sorte que les connaissances se développent.
Ce cadre est chanceux. En France, plus d'un salarié sur deux n'a pas été formé au cours des 2 dernières années. Pourtant, toutes les entreprises cotisent pour financer la formation sans forcément en faire bénéficier leurs employés. À l'arrivée, on se retrouve avec un système inéquitable. La formation professionnelle ne va pas vers celles et ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les salariés les moins qualifiés et ceux qui travaillent dans les petites entreprises, c'est-à-dire qui ont les parcours les moins sécurisés. Pour être formé, il vaut mieux que vous soyez cadre, que vous ayez déjà une formation initiale solide et que vous travaillez dans un grand groupe. Donc il y a quand même des disparités qui restent encore significatives. On est sur le travail d'analyse de détail de chaque... Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque. Près de 26 milliards d'euros sont investis dans la formation par les entreprises, l'État, les régions ou l'UNEDIC. Cette manne transite par des circuits multiples, peu ou pas contrôlés. Exemple avec la centaine d'OPCA, les organismes paritaires qui collectent les fonds des entreprises. Ils ont le droit de prélever des frais de gestion. Parfois, ils vont plus loin. On estime à plusieurs centaines de millions d'euros par an qui sont détournés justement du budget de la formation vis-à-vis de financements occultes des syndicats patronaux et des syndicats de salariés. De l'argent en abondance dont veulent aussi profiter des prestataires de formation de plus en plus nombreux. On constate sur un an plus 1500 structures, c'est-à-dire que nous étions à 45 000 structures de formation l'année dernière, nous sommes à 46 500. Nous sommes sur un marché où il n'y a absolument aucune barrière à l'entrée et que l'on peut s'improviser formateur assez facilement. Pour corriger le tir, le gouvernement veut créer un label de qualité des formations. Il souhaite aussi réformer le réseau de collecte des fonds pour le rendre plus performant et surtout plus transparent. Le groupe Doux, leader européen de la volaille, va fermer 2 sites de production dans le Morbihan et dans le Cher, avec 650 emplois menacés. Une décision qui illustre les difficultés de cette filière, affectée notamment par la hausse du prix des céréales. Le reportage de Laurent Giraudino et Nicolas Dalaudier. 647 postes de travail en tout vont être supprimés, ici à Locminé et dans 2 autres sites concernés du groupe Doux. Les salariés l'ont appris à l'issue d'une banale réunion de comité d'entreprise. Avec 36 ans d'ancienneté comme Anne-Marie, la nouvelle est d'autant plus brutale. Elle est tombée comme un coup de massue. On est resté abasourdis et depuis, on est encore, quoi. C'est terrible. Selon ces salariés, pour 4000 emplois créés au Brésil par le groupe, autant ont été supprimés en France en 10 ans. À Locminé, où l'industriel de la volaille projette de purement et simplement fermer le site de production de dinde avec ses 450 postes, on s'attendait bien à une grosse restructuration à la rentrée, mais pas à une annonce aussi radicale quand une partie du personnel est en vacances. Ce serait catastrophique, hein, parce que pas mal de gens, je pense, déménageraient, iraient peut-être voir ailleurs. Donc pour Locminé, déjà, c'est pas bon, quoi. Dans 2 semaines, à l'occasion d'un comité central d'entreprise, la direction du groupe volailler devrait détailler son plan et des mesures de reclassement. Les salariés d'ici là ne comptent pas rester sans réagir. À 4 jours du défilé du 14 juillet qui sera retransmis en direct sur TF1, les militaires ont répété la nuit dernière pour être fin prêt le jour J. Avec une première, 7 parachutistes ont sauté sur la place de la Concorde. Ludovic Romanins et Éric Delpech étaient aux premières loges. 231 cavaliers, 38 trompettes. La garde républicaine est en ordre de marche. Pour mettre la cavalerie en cadence, les 2 seuls chevaux gris du cortège endossent les timbales. Guidés par la pointe des pieds, ils entourent le cheval de tête. On apprend d'abord le cheval avec les rênes aux pieds, ensuite on apprend les timbales. Et puis après on assemble tout, puis c'est parti. La garde républicaine encercle le véhicule officiel. Voici ce que voit le président lors de sa descente des Champs-Élysées. Les chevaux alezans forment autour de lui une barrière de protection d'1,65 m au garrot. Dans le ciel, au petit matin, 7 parachutistes sautent sur Paris. C'est une première. Ils doivent atterrir au mètre près, devant la tribune officielle, un saut technique, devant clôturer le défilé national. On sait qu'on aura du vent d'est qui devrait venir de la tribune. Donc il faudra être vigilant parce que la tribune crée des turbulences à l'approche du sol. Donc là, il faudra bien piloter la voile pour se poser correctement. Au sol, les sapeurs de la Légion étrangère ont battu le pavé tôt ce matin. 120 pas à la minute, une exception militaire pour un corps d'armée hors norme. Toujours en matière de prévention, les alarmes de piscine sont à nouveau montrées du doigt. Le gouvernement a décidé d'en retirer certaines de la vente. Explication de Claire Auberger et Sylvain Niron.
C'est le système de sécurité le moins cher, le plus facile à installer et donc le plus vendu. La moitié des 800 000 propriétaires de piscines ont choisi l'alarme pour se mettre en conformité avec la loi de 2003. Soumise à des tests, elle révèle d'inquiétantes défaillances. 5 sur 6 sont incapables de détecter la chute d'un mannequin de moins de 6 kilos. On simule la chute de corps d'un enfant à différents endroits de la piscine, selon différentes conditions, en particulier en générant des perturbations de type vent ou robots de piscine qui vont gêner l'alarme à détecter. Et un seul modèle a passé avec succès l'ensemble des essais effectués. Jugés inefficaces, les autres modèles, souvent moitié moins chers, vont être retirés du marché. Voici le nom des 5 fabricants et des produits mis en cause. Donc soit les consommateurs pourront acheter un autre dispositif et, au cas échéant, se faire rembourser l'alarme qui présente des problèmes particuliers, soit se retourner éventuellement sur un autre dispositif comme la barrière ou comme le volet roulant sur la piscine. Dès ce soir, un site internet devrait permettre aux consommateurs d'en savoir plus sur les démarches à suivre, car c'est à lui de mettre à nouveau sa piscine en sécurité. Et si l'on préfère nager dans l'eau de mer, il faut savoir que la Méditerranée est l'un des bassins les plus pollués au monde. La grande enquête de ce soir est signée Mathieu Benoît et Mario Campenon. Posés sur la plage, à moitié recouverts par les vagues, les tuyaux passeraient presque inaperçus. Ils recrachent pourtant chaque jour des dizaines de milliers de litres d'eau usée. À Gaza, faute d'investissement, la station d'épuration est hors service depuis plusieurs années. Les égouts de la ville se déversent donc ici, à quelques encablures des baigneurs. C'est un gros problème de santé publique. Les gens prennent vraiment des risques en allant se baigner malgré les interdictions. La seule solution, c'est de mettre en place des systèmes de traitement des eaux efficaces. Sinon, la situation va aller en s'empirant. Aujourd'hui en Méditerranée, une ville côtière sur 3 n'est toujours pas équipée de stations d'épuration. Et chaque année, c'est l'équivalent d'1 million de piscines olympiques d'eau non traitée qui sont rejetées à la mer. À l'autre bout de la Grande Bleue, sur la Costa Bianca espagnole, c'est la même odeur d'égout qui se dégage de ce tuyau d'évacuation. Pollution microbienne, phosphore, azote, les associations écologistes dénoncent depuis des années ces rejets interdits par l'Union européenne. Et tout ce qui sort ici, c'est une partie des eaux fécales qui ne sont pas dépurées, absolument pas dépurées, parce que la station dépuratrice, depuis 25 ans, n'est pas assez grande. L'origine de cette pollution se trouve quelques kilomètres plus loin, à Benidorm. Chaque année, 6 millions de touristes séjournent dans cette ville qui détient le record du monde du nombre de gratte-ciel par habitant. Un bétonnage de la côte qui génère une pollution massive et bouleverse les écosystèmes du littoral. Il y a encore beaucoup de projets immobiliers en cours sur toute la côte autour de Valence. Et tous ont reçu un feu vert de l'administration. La seule chose qui freine l'urbanisation, c'est la crise économique. Il n'y a aucune volonté politique. Et les effets de cette urbanisation des côtes se font sentir même à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Bouteilles, sacs plastiques, avec plus de 3 milliards de macro-déchets, la Méditerranée est considérée comme la mer la plus sale du monde. Elle est aussi la plus fréquentée, 30% du trafic maritime mondial. Accidents, dégazages, chaque année les eaux méditerranéennes reçoivent une pollution aux hydrocarbures équivalente à 4 naufrages de l'Erika. Grâce à des prélèvements réguliers, les chercheurs de l'Ifremer tentent de dresser une carte de la pollution. Rejets industriels, plomb ou PCB, la liste des polluants s'allonge chaque année. Certains mettront des siècles avant de disparaître. Le DDT qui est interdit en France depuis 1972, on en retrouve encore. Et ce qu'on aussi on commence à retrouver, c'est des médicaments. Et donc là, ça c'est des sujets sur lesquels il va falloir travailler dans le futur. Un futur plutôt sombre si les apports de pollution ne diminuent pas très rapidement. Bien sûr, cette mer est polluée, comme toutes les mers malheureusement. Mais l'effet de la pollution sur la Méditerranée a un effet décuplé. Pourquoi ? Parce que cette Méditerranée est beaucoup plus que d'autres mers touchées par le réchauffement climatique. Alors, une faune et une flore méditerranéenne touchées par le réchauffement, eh bien, est d'autant plus fragilisée et victime de la pollution. Une faune et une flore qui montrent pourtant des facultés de régénération extraordinaires dès que les sources de pollution sont éliminées, comme ici au large de la Corse. L'Europe a prévu d'investir plus de 2 milliards d'euros pour financer la construction de stations d'épuration tout autour du bassin méditerranéen. Objectif, réduire les rejets polluants de 80% d'ici 2020.
Encore un pays qui vient de ratifier le traité de Lisbonne. Il s'agit de la Belgique qui devient le 22e pays à le faire. Seule l'Irlande, à ce jour, l'a refusé. En Italie, les députés ont adopté le projet de loi sur l'immunité pénale qui va permettre à Silvio Berlusconi d'échapper à toute poursuite pendant la durée de son mandat. Cette pollution dont nous parlions tout à l'heure est peut-être responsable d'un grand nombre de problèmes et notamment le fait qu'en Italie, eh bien, il y a une république tout à fait étonnante qu'on appelle la République de Saint-Marin où l'interdiction de fumer vient de gagner la sphère privée. Et Saint-Marin est devenu le premier pays au monde à interdire la cigarette au volant. Nous retrouvons sur place Maurice Olivary et Johan Vanhoff. Bienvenue à Saint-Marin, le pays de la liberté. Mais voilà une devise qui vient d'en prendre sacré coup. Car voici la liste des gestes qui, depuis le 1er juillet, sont interdits ici de circulation. Et l'homme de loi se serait inspiré d'une étude scientifique. On a constaté que le fumeur perd à plusieurs reprises de 1 à 3 secondes de concentration qui peuvent être la cause d'un accident. Entre 1 et 3 secondes à l'allumage, 1,5 à chaque bout de cendre qu'on élimine, et entre 1 et 3 pour la destruction du mégot. Résultat, après 3 mois d'information, répression. Il est certain que pour les touristes qui traversent notre petit pays, on sera plus tolérant. Sinon, on les fera fuir. Encore heureux car rien à la frontière poreuse avec l'Italie ne prévient le chaland, lequel d'ailleurs est plutôt compréhensif. Moi, il m'est arrivé de faire tomber la cendre et d'en perdre les pédales. Et en ce premier jour de répression, nous avons passé plus de 3 heures à chasser le contrevenant, chou blanc sur toute la ligne, jusqu'au moment où un hors-la-loi local est venu narguer le policier. Et un petit coup de talkie-walkie a suffi pour que 500 mètres plus loin, les premiers 100 € de la saison tombent dans l'escarcelle. C'est une loi stupide, alors j'ai décidé de ne pas la respecter. Et de joindre aussitôt le geste à la parole. Comme quoi, pour cette grande première mondiale, nous venions de tomber sur un vrai rebelle. Autre expérience inédite, cela se passe cette fois en Californie où depuis près d'un siècle, une petite université s'est installée dans un ranch. Les étudiants, triés sur le volet, étudient la philosophie tout en vivant coupés du monde. Reportage de Pierre Grange et Rémi Cadoré. Les téléphones portables ne passent pas, le réseau internet rame. C'est une université perdue, à 1 heure de route du premier village. Et si vous cherchez les étudiants l'après-midi, vous ne les trouverez pas en cours, mais à l'étable. En pleine séance de philosophie, plus c'est abstrait, plus ils se passionnent. La raison pour laquelle il est impossible de créer un langage privatif, c'est que tous les hommes en société doivent suivre une règle commune. Il m'a fallu une demi-heure pour comprendre ça. Des têtes bien faites qui, après la traite, se plongent dans des cours très pointus de sciences, de littérature ou de grec ancien. Ils sont beaucoup plus impliqués dans leurs études, beaucoup plus indépendants, plus autonomes. Ils m'impressionnent. Derrière leurs lunettes poussiéreuses, voici les 2 cow-boys du ranch. Une fois la leçon ingurgitée, ils doivent encore gérer le troupeau de 300 vaches. Ce qu'on apprend ici, ce sont les fondamentaux de la pensée critique. On apprend à s'exprimer clairement. Une drôle d'école, créée il y a presque un siècle par un richissime utopiste. Pour lui, les premiers de la classe devaient se frotter à l'expérience du désert. Ils sont censés y apprendre la persévérance et le sens des responsabilités. Pour en faire de bons citoyens, il voulait les voir étudier loin du matérialisme américain. Ni alcool, ni télévision, les étudiants partagent les tâches domestiques et prennent toutes les décisions en commun. J'ai un peu trop fait la fête au lycée. Du coup, j'ai choisi cette école où il n'y a pas de tentation. Ici, il y a vraiment une stimulation intellectuelle, même en dehors des cours. Les enseignants qui se relaient quelques mois dans le ranch sont sélectionnés par les étudiants eux-mêmes. Ces mêmes étudiants viennent aussi de choisir leurs camarades, admis à la rentrée prochaine. On s'y bouscule, car ces études ne coûtent pas $1. Cette école hors du temps est financée par de riches donateurs. Pour moi, cette école, c'est un modèle. Le pouvoir est totalement laissé aux étudiants. Comme ça, on s'investit dans nos études. Après 2 années passées ici coupés du monde, ils n'ont aucun mal à poursuivre leurs études. Malgré leurs cheveux hirsutes et leurs ongles sales, les meilleures universités américaines comme Harvard sont ravies de les accueillir. Toujours en Californie, une curiosité attire 2 fois par an des centaines de touristes. Cela se passe sur une des plages de la côte sauvage où des milliers d'éléphants de mer se sont installés. Nos correspondants Gilles Boulot et Christophe Barrère sont allés à la rencontre de ces drôles de mammifères. Comme à Saint-Tropez au mois d'août, le moindre mètre carré de plage vaut de l'or. Mais ici, les baigneurs pèsent en moyenne 2 tonnes.
Venus d'Alaska, 4000 km plus au nord, ils font une pause de quelques semaines en famille avant de repartir vers les eaux chaudes du Mexique. C'est un endroit idéal pour les éléphants de mer. La plage est à l'abri des tempêtes et elle est très confortable, recouverte de sable fin. Et puis, il y a des petites piscines naturelles, très peu profondes, où les nouveau-nés peuvent nager, s'amuser et se faire les muscles. Pour une raison inconnue, les premiers éléphants de mer ont installé leur résidence secondaire sur cette plage en 1990. Ils étaient quelques dizaines, ils sont aujourd'hui 16 000. Ce centre de thalassothérapie pour cétacés obéit à des règles très strictes. Les mâles sont ici pour maigrir. Pendant toute la durée de la cure, qui dure 3 mois, ils renoncent à toute nourriture. Autre activité obligatoire, la sieste au soleil. Pour favoriser la mue, lorsqu'ils repartent, les éléphants ont fait peau neuve. Ce qui m'épate, c'est de voir qu'avec leur nageoire, ils vont mettre du sable sur leur dos. On m'a dit que c'était un peu que ça servait d'écran solaire bon marché. Cette vie de patachon profite également aux nouveau-nés. Eux ne sont pas à la diète. Le lait maternel, d'une richesse inégalée chez les autres mammifères, fait des miracles. En 4 semaines, le bébé passe de 30 à 150 kilos. C'est à ce moment que la mère s'en va vers l'océan et en général, elle ne revoit jamais son petit. Sur la plage abandonnée. Grâce aux éléphants de mer, aujourd'hui protégés, San Simeon est devenu l'un des hauts lieux du tourisme californien, sans que l'on sache très bien qui des éléphants ou des bipèdes s'amuse le plus à regarder l'autre. On a rangé les vacances dans des Toujours dans cette rubrique animalière, 1600 pandas en papier mâché ont pris place aujourd'hui sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. C'est ce qu'il reste de cette espèce à travers le monde. Initiative signée du VVF. Et puis dans notre carnet rose, la naissance hier aux Hauts-de-Vincennes de 4 girafons, 2 filles et 2 garçons qui sont tombés de haut, puisqu'en naissant, cet animal fait une chute brutale de 2 mètres. Malgré tout, nous leur souhaitons bonne route. Parfois, on croit chuter, mais on rebondit très vite. Première étape en moyenne montagne pour le Tour de France. Elle a été remportée à Superbès par l'Italien Riccardo Ricco devant les 2 favoris, Valverde et Evans, victimes d'une chute dans le dernier kilomètre. Stéphane Schumacher a perdu son maillot jaune au profit du luxembourgeois Kim Kirchen. À Hawaï, le volcan Kilauea, réputé comme le plus actif au monde, est entré en éruption avant-hier. La coulée de lave a atteint 12 mètres de haut sans toutefois menacer les populations alentours. C'est l'occasion pour nous de reparler d'une autre éruption beaucoup plus ancienne, celle-là. Il s'agit du Vésuve. Depuis hier, l'antique cité d'Herculanum, qui avait été engloutie, peut se visiter dans le premier musée archéologique virtuel qui s'est ouvert en Italie. Christelle Chapelle. En l'an 79 de notre ère, Herculanum, comme sa célèbre voisine Pompéi, disparaissait sous les cendres du Vésuve. Aujourd'hui, il est pourtant possible, grâce à la technologie, de se promener dans ses rues et même de sentir ses odeurs. Le premier musée archéologique virtuel vient de s'ouvrir sur le site de l'antique cité romaine. Chaque visiteur est équipé à l'entrée d'un badge qui indique à l'ordinateur s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant, d'un Italien ou d'un étranger. Le logiciel adapte le parcours en conséquence. On peut ainsi visiter les thermes, les ruelles du marché, sentir les parfums de l'époque romaine. Le badge servira aussi de contrôle parental pour visiter le lupanar et dévoiler ses fresques érotiques seulement aux yeux avertis. Le procédé holographique offre une interactivité qui permet aux visiteurs de s'imaginer vraiment au milieu des rues d'Herculanum. La magie du numérique permet ainsi à la citadelle ensevelie et à ses fortes personnalités patriciennes de renaître de leurs cendres pour revenir en pleine lumière. On le sait peu, mais Shakespeare s'était inspiré du drame d'Herculanum. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est unique, nul ne peut le défaire. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces 2 décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici.
Je vous laisse en bonne main pendant l'été, puisque ce sont celles d'Harry Roselmack. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Soyez aussi heureux que cela est possible. Et comme on dit en Bretagne, adieu Vat. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de RIS Police Scientifique. Très bonne soirée à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez autour de moi ce spectacle de désolation. Ce soir encore une page spéciale tout entière au Rwanda. Vous voyez, on est en train de creuser des tombes. Est-ce que vous craignez l'élimination physique ? Jamais un raid aérien n'a développé pareille puissance de feu dans l'histoire. New York et Washington ont été frappés par des attentats qu'on osait à peine imaginer. Je vous propose de voir la libération d'Ingrid Betancourt. C'est éclaté. Vous avez passé plus d'un tiers de votre vie en prison. Vous acharnez, Patrick. Johnston, bonsoir. Vous croyez autorisé à me poser des questions? Oui, vous pouvez ne pas répondre. Votre question dérape vers une certaine insolence. Monsieur Port-d'Arvor, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune.